Bonjour et bienvenue dans cette troisième session des cours de management des entreprises. Donc, dans cette session, nous allons étudier l'organisation. On va commencer d'abord par clarifier le concept de l'organisation. Ensuite, on va voir la structure et l'organisation. On va essayer de trouver la distinction entre les deux. Dans le troisième point, nous allons voir les caractéristiques de la structure. Le quatrième point, on va voir les mécanismes de coordination, donc selon Henri Mintzberg. Et cinquièmement, nous allons voir les différents types de structures et les déterminants de la structure organisationnelle. Le management est une activité ordonnatrice par excellence. Donc c'est le management qui organise l'entreprise, qui organise son fonctionnement, qui organise les différentes fonctions, etc. Donc le management cherche à mettre en œuvre une structure, c'est-à-dire un corps formé de parties pouvant accomplir des fonctions différentes. Une structure, c'est le squelette de l'organisation, représentable à travers un organigramme. Donc, c'est une architecture générale de l'entreprise. C'est l'organigramme qui fournit la représentation graphique de la structure et met en évidence les grands services, les grandes fonctions, les grandes missions qui leur sont assignées. L'organisation, en revanche, peut être définie comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et les relations nécessaires entre ces tâches. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est utilisé pour organiser le travail ou bien pour diviser le travail en tâches distinctes pour ensuite en assurer la coordination. Dans une organisation, on trouve différents types d'organes. On trouve les organes opérationnels, les organes fonctionnels et les organes d'état-major. Les organes opérationnels, ce sont les organes directement liés à l'exploitation, la production et la commercialisation. Les organes fonctionnels sont ceux qui assurent un soutien aux organes opérationnels dans le cadre d'une activité très précise. Exemple, organe opérationnel, c'est la direction de production, la direction commerciale, et comme organes fonctionnels, donc ceux qui assurent le soutien aux organes opérationnels, on peut citer comme exemple la GRH, la finance, la comptabilité. Donc, toutes ces fonctions sont là pour aider les fonctions opérationnelles. Et puis, il y a le troisième type d'organes, c'est les organes d'état-major. Ces organes assurent un conseil auprès de la direction. Cela peut être, par exemple, un organe juridique, ça peut être aussi des intervenants externes, exemple les consultants. Donc tous ceux qui sont rattachés à la direction générale pour apporter leur savoir-faire selon leur spécialité. Le troisième point qu'on va exposer dans ce premier titre, c'est les relations et les liaisons entre les organes. Donc, il y a des organes dans l'entreprise. Les rapports entre ces organes sont différents. Les liaisons entre ces organes sont différentes. D'abord, il y a les liaisons hiérarchiques. Donc, c'est les rapports classiques de chef et subordonné, entre le chef et le subordonné. C'est ce qu'on appelle une liaison hiérarchique. Le deuxième type de liaison, c'est les liaisons fonctionnelles. Donc, elles désignent les relations entre services spécialisés qui, dans leur domaine, disposent de l'autorité et du pouvoir de décision. Donc, entre ces services, il n'y a pas de rapport hiérarchique, donc c'est un rapport fonctionnel, c'est une liaison fonctionnelle. Exemple,
un chef de service commercial avec un chef de service de production. Entre les deux, il n'y a pas un rapport hiérarchique. Par contre, ils doivent communiquer, ils doivent coordonner pour réaliser les objectifs de l'entreprise. Ce rapport entre les deux fonctions indépendantes et qui dépendent de leur hiérarchie respective s'appelle une liaison fonctionnelle. Et puis, troisièmement, il y a les liaisons de conseil. Donc, c'est la relation entre un cadre spécialiste avec les différentes fonctions de l'entreprise. Exemple, le conseil juridique. C'est-à-dire un juriste, il est en relation avec le commercial, il lui conseille sur la conception des contrats, il est en relation avec la fonction ressources humaines, il apporte son soutien et conseil au DRH concernant les contrats de travail, concernant les conflits individuels, concernant les conflits collectifs, etc. Les caractéristiques de la structure sont les suivantes. D'abord, la spécialisation. Ensuite, la chaîne hiérarchique, la coordination et la formalisation. La spécialisation, c'est la subdivision des activités en plusieurs tâches distinctes. Donc, la spécialisation du travail permet une utilisation efficace des compétences des employés, une amélioration des compétences des employés à travers la répétition des tâches, et puis elle permet une meilleure productivité grâce à une réduction du temps perdu pour passer d'une tâche à une autre. La chaîne hiérarchique, c'est la ligne de commandement qui continue ou bien qui s'étend du sommet à la base de la hiérarchie. Quant à la coordination des actions de l'entreprise suppose l'existence de procédures de coordination qui permettent de maintenir la cohésion entre les différents éléments qui la composent. La formalisation, donc quatrième caractéristique, le bon fonctionnement d'une organisation passe par la mise en place de procédures et instructions facilitant la réalisation du travail en définissant le rôle de chacun au sein de l'organisation. Dans certaines entreprises, on trouve une formalisation élevée, donc il y a une description des postes très explicite, il y a beaucoup de règles et de procédures à respecter, ce qui est le cas des compagnies aériennes, par exemple, les compagnies de transport aérien. Et dans d'autres entreprises, la formalisation est réduite. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a une plus grande liberté dans l'exercice du travail. Et les règles ainsi que les procédures sont simplifiées. Donc avant d'examiner les mécanismes de coordination du travail selon Henri Mintzberg, il y a lieu d'examiner son schéma de l'organisation. Donc selon lui, une organisation est composée d'un sommet stratégique, d'une ligne hiérarchique, d'une technostructure, de la fonction de support logistique, d'un centre opérationnel et d'une idéologie. Le sommet stratégique, c'est une ou plusieurs personnes qui dirigent l'organisation. La ligne hiérarchique, c'est la hiérarchie d'autorité entre le centre opérationnel et le sommet stratégique, c'est-à-dire c'est elle qui assure le lien entre le centre opérationnel et le sommet stratégique. C'est les cadres intermédiaires qui supervisent le centre opérationnel. Ensuite, il y a la technostructure. La technostructure, c'est les analystes spécialisés, experts qui planifient et contrôlent le travail des autres. Ils remplissent les tâches administratives au sens de Fayol, c'est-à-dire
planification, l'organisation, la direction et le contrôle. La fonction de support logistique assure la fourniture de différents services à l'intérieur de l'organisation. Exemple, le service juridique, les moyens généraux, la communication, etc. Et puis, il y a le centre opérationnel. Ce sont des personnes qui effectuent le travail de base, la production de biens et ou de services. Tout ça est encadré par l'idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est la culture de l'entreprise. Donc, ce sont des valeurs, ou bien c'est un ensemble de valeurs communes, des traditions, des croyances de l'organisation. Et Mintzberg qualifie l'idéologie du ciment qui maintient l'entreprise. Toujours selon Henri Mintzberg, il existe 6 mécanismes de coordination, à savoir la coordination à travers l'ajustement mutuel, la coordination à travers la supervision directe, la coordination à travers la standardisation des procédés de travail, la coordination à travers la standardisation des résultats, la coordination à travers la standardisation des qualifications et la coordination à travers la standardisation des normes. On va commencer par l'ajustement mutuel. Donc là, la coordination se réalise par un simple processus de communication informelle. Exemple, un contact de gré à gré entre quelques employés du même niveau hiérarchique. Donc, la coordination se fait par échange, par négociation, par compromis, par une simple discussion informelle. Le deuxième mécanisme de coordination, c'est la supervision directe. Là, la coordination se réalise par le biais d'une seule personne qui donne des ordres et des instructions à plusieurs autres personnes qui travaillent en relation. Exemple, un patron qui explique à ses employés ce qu'il doit faire. Le troisième mécanisme de coordination, c'est la standardisation des procédés de travail. Donc là, la coordination du travail se fait par l'application de processus d'homogénéisation et d'uniformisation des règles de fonctionnement et de méthodes de travail formalisées dans des manuels de procédure. Donc, dans un manuel de procédure, on trouve toutes les manières de faire de l'entreprise. Quatrième mécanisme de coordination, c'est la standardisation des résultats, ce qui implique l'uniformisation des résultats à obtenir, des objectifs à atteindre pour chaque fonction de l'entreprise. Donc ces résultats sont fixés par le sommet stratégique et les cadres fonctionnels se chargent de les faire appliquer. Exemple, chaque fonction ou bien chaque département doit dégager une rentabilité nette des capitaux investis d'au moins 5%, par exemple. Alors, on fixe à tout le monde des standards en matière de résultats à atteindre. Le cinquième mécanisme de coordination, c'est la standardisation des qualifications. Donc la standardisation des qualifications suppose une uniformisation des savoirs et des compétences des employés. Si chacun apprend en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes raisonnements, les mêmes façons de travailler, alors les membres de l'organisation peuvent utiliser des références communes, un langage, méthode de raisonnement, des procédures de base. Donc tout ça, c'est pour coordonner le travail. Le plus souvent, la standardisation des qualifications se fait au niveau du recrutement et de la formation interne. Donc finalement, c'est quoi la standardisation des qualifications? Alors, on cherche des personnes qui parlent le même langage. Et lorsqu'ils discutent, ils
ils se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même formation de base, ils ont les mêmes compétences. Sixième mécanisme de coordination, c'est la standardisation des normes, ce qui renvoie à l'existence d'une culture commune à l'ensemble des employés de l'entreprise. Ces normes constituent, selon Mintzberg, le ciment qui tient toutes les pierres de la bâtisse de l'organisation ou bien de l'entreprise. Nous allons voir à présent les différents types de structures. On va commencer par la structure en soleil, la structure fonctionnelle, la structure divisionnelle, la structure matricielle, structure en équipe, structure en réseau. On commence d'abord par la structure en soleil. Donc, généralement, les petites, très petites ou micro-entreprises est organisée en soleil. Donc, elle est centrée autour du créateur et du patron de l'entreprise. Les relations sont bilatérales avec le besoin de déléguer quand l'environnement se complexifie. C'est-à-dire c'est tout le monde qui est en relation directe avec le patron de l'entreprise, de cette petite entreprise. Deuxième type de structure, c'est la structure fonctionnelle. Donc cette structure implique une homogénéité de chaque fonction à la tête de laquelle on retrouvera un responsable compétent, un responsable spécialisé, c'est-à-dire pour les ventes, un responsable des ventes, pour la fabrication, un responsable de fabrication, pour le personnel, la même chose, pour les finances, la même chose, et tous ces gens vont encadrer leurs équipes respectives. Donc c'est à la direction générale d'assurer la coordination entre les différentes fonctions dans une telle structure. Le troisième type de structure, c'est la structure divisionnelle. Donc la structure divisionnelle permet aux entreprises à production diversifiée et complexe de répartir le travail en fonction des activités, en fonction des produits, en fonction des familles de produits fabriqués, en fonction de la zone géographique, etc. Chaque division est responsable de ses propres coûts et de ses résultats. Il ne traite que des opérations relatives à un même produit ou une même région, etc. C'est-à-dire la départementalisation dans une telle structure, elle peut être différente d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, on trouve par exemple division 1, c'est une famille de produits, ou bien un type de clientèle, ou une région donnée. Donc, par rapport à la structure fonctionnelle et divisionnelle, donc chaque type de structure présente des avantages et des inconvénients. La structure fonctionnelle a pour avantage la clarté de l'organisation. Et puis, il y a une certaine concentration des ressources. Donc, on peut réaliser des économies d'échelle. Et puis, on peut développer des compétences spécialisées. En revanche, son problème, ou bien les inconvénients d'une telle organisation, c'est qu'il y a une forte centralisation. Et lorsqu'il s'agit de la communication transversale, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir coordonner entre les différentes fonctions de l'entreprise. Et puis, elle est inadaptée aux environnements instables. Pourquoi? Parce que ce type de structure est réputé pour sa rigidité. Donc, lorsque l'environnement est instable, il est difficile d'effectuer des changements. Pour la structure divisionnelle, donc son avantage, c'est que c'est une structure décentralisée. Donc, autour de la même activité, la coordination est meilleure. Et puis, c'est une structure flexible et adaptable. C'est-à-dire, si
il y a un problème pour un produit ou une famille de produits, on peut abandonner la division, faire disparaître la division sans affecter les autres divisions qui continuent de fonctionner du moment qu'elles sont rentables et qu'elles réalisent des bénéfices et un taux de croissance acceptable. Les inconvénients d'une telle structure, c'est la dispersion des ressources. Pourquoi? Parce que dans chaque division, on trouve un responsable de la division et puis et là, il a des cadres spécialisés, c'est-à-dire son financier, son commercial, son responsable de production, etc. Donc il y a une certaine dispersion des ressources et par conséquent ce qu'on appelle une déséconomie d'échelle. Une déséconomie d'échelle, c'est le contraire d'économie d'échelle. Donc c'est ça l'inconvénient d'une telle structure. On passe à la structure matricielle. Le principe ici consiste à maintenir des départements par fonction et on va superposer des groupes opérationnels. Donc les membres de l'organisation sont rattachés à la fois d'une manière permanente à un département en fonction de leur spécialité et pour une durée variable à une division opérationnelle en fonction du produit, en fonction de la région ou bien en fonction du projet sur lequel ils travaillent. Donc, à titre d'exemple, nous avons par exemple division 1, division 2, division 3, division jusqu'à n. Et chaque division a son propre responsable de fabrication, son propre responsable de vente, son propre responsable recherche et développement et son propre responsable finance. Donc, l'avantage, c'est que, ou bien les avantages, c'est que la structure matricielle permet de réaliser des économies d'échelle et puis elle réduit les besoins d'information et engendre des compétences spécialisées. L'inconvénient, elle permet, ou bien elle ne respecte pas le principe d'unité de commandement. Unité de commandement. Pourquoi? Parce que le responsable de fabrication de la division 1 dépend à la fois du premier responsable de la division et puis il dépend aussi en même temps du responsable de fabrication de l'entreprise. Donc là, il a deux responsables hiérarchiques. Donc là, il risque de rencontrer des problèmes lorsqu'il s'agit d'exécuter certaines instructions contradictoires. Donc, l'efficacité d'une telle structure dépend de la compréhension et de l'acceptation par les individus de cette règle de jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Le cinquième type de structure, c'est la structure en équipe. Donc, les structures en équipe reposent sur des équipes interfonctionnelles, c'est-à-dire des personnes qui viennent de différentes fonctions de l'entreprise. Donc, elles sont parfois permanentes et parfois temporaires, c'est-à-dire parfois on constitue des équipes ad hoc pour réaliser un travail bien précis. Donc, ces éléments vont travailler en collaboration à temps plein ou bien à temps partiel, soit pour régler des problèmes, soit pour explorer les différentes opportunités qui se présentent. Je vais vous donner un exemple pour clarifier la structure en équipe. Donc, parfois, dans les entreprises, il y a un travail ponctuel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des éléments des différentes structures de l'entreprise ou bien des différentes fonctions de l'entreprise. On va constituer cette équipe pour prendre en charge cette
tâches. C'est valable, par exemple, pour la mise en place des systèmes de management de la qualité. On fait appel aux différentes directions et on va les affecter sur les différents projets qui concernent la mise en place d'un SMQ, d'un système de management de la qualité. Exemple, lorsqu'on constitue une équipe pour l'achat d'équipements ou bien pour l'achat d'un investissement, on fait appel aux techniciens, on fait appel aux financiers, on fait appel aux commerciaux, on constitue une équipe qui vont choisir l'équipement le plus avantageux pour l'entreprise. Donc ça, c'est des équipes ad hoc. Il peut y avoir des équipes permanentes. Exemple, une équipe qui se charge de l'hygiène et de la sécurité au sein de l'entreprise. Donc c'est une équipe qui se réunit régulièrement pour étudier les différents aspects relatifs à l'hygiène et à la sécurité au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire comment améliorer les conditions de travail et de sécurité des employés. Donc l'avantage, ou bien les avantages d'une telle structure, c'est l'amélioration de la communication entre les services ou bien entre les différentes fonctions de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les réunions réalisées sont des occasions souvent exploitées pour étudier des aspects autres que ceux prévus pour la réunion. Deuxième avantage, c'est la disparition de barrières entre les différentes unités fonctionnelles ou bien entre les différentes fonctions de l'entreprise, puisqu'ils se réunissent dans un cadre autre que le cadre habituel. Le troisième avantage, c'est l'accélération et l'amélioration de la qualité de la prise de décision, parce qu'il s'agit ici d'équipes pluridisciplinaires, donc chacun va apporter son grain de sel, chacun va apporter son savoir-faire, pour prendre la meilleure décision. Les inconvénients d'une telle structure, c'est le risque de conflit qui pourrait surgir à cause de divergences d'intérêts des différents services. Bon, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'achat d'un équipement. Le technicien, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher l'équipement le plus robuste, le plus durable. Le financier, lui, non, il va chercher à avoir l'équipement en moindre coût. Donc là, il y a une divergence entre les idées qui risque de mettre l'équipe en conflit. Et puis, deuxième inconvénient, c'est la gestion du temps qui peut aussi poser des problèmes. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve dans des situations dans laquelle quelqu'un n'est pas disponible. D'accord? D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, lorsqu'il y a des comités de ce genre, on rédige ce qu'on appelle un règlement intérieur propre à cette équipe ou bien propre au comité. Donc, à quel moment se tiennent les réunions, quel est le quorum, c'est-à-dire le minimum avec lequel la réunion peut se tenir. Donc, le problème d'organiser une réunion pose souvent problème. Le sixième type de structure, c'est les structures en réseau. Donc, la structure en réseau se compose d'un noyau d'activités dont les responsables travaillent en collaboration avec un réseau de fournisseurs externes et d'entrepreneurs. Donc les structures en réseau sont parfois dites organisations sans frontières ou bien organisations virtuelles. Elles représentent une nouvelle orientation des structures organisationnelles différentes des approches traditionnelles qu'on a étudiées. D'accord? Exemple, une entreprise qui exploite un réseau de fournisseurs d'un produit donné à travers une application sur téléphone, par exemple. Donc, l'avantage, c'est que grâce aux outils technologiques, ordinateur, un téléphone portable, donc grâce à ces outils, l'exécution des activités se fait avec peu d'employés,
avec des systèmes internes moins complexes. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des partenaires se retrouvent à l'extérieur de l'organisation. Deuxième avantage, la facilité de nouer des liens avec des partenaires et de les conserver. Donc, c'est le cas, par exemple, des entreprises qui travaillent dans la distribution et qui exploitent des technologies de l'information et de la communication pour nouer des relations avec des partenaires externes. Le troisième avantage, c'est la réduction des coûts en réduisant les frais généraux et en augmentant l'efficience de l'exploitation. Les inconvénients d'une telle organisation, c'est que s'il y a un élément du réseau qui fait défaut, le système tout entier va en souffrir. Donc, s'il y a un problème quelque part, c'est la crédibilité de l'organisation qui va encaisser le coup. Donc, sans citer le nom de l'entreprise, donc il y a des particuliers qui louent leurs appartements via Internet à d'autres particuliers. Mais parfois, on tombe sur des surprises. Par exemple, quelqu'un qui laisse l'appartement loué très sale lorsqu'il quitte. Donc là, il s'agit d'un client qui a laissé l'appartement qu'il a loué, il l'a laissé très sale. D'ailleurs, là, le propriétaire peut-être va dépenser plus d'argent dans le nettoyage que l'argent qu'il a gagné à travers cette location. Donc ça, c'est une expérience très malheureuse qui va mettre en péril même l'idée grâce à laquelle l'entreprise a été créée. Donc certainement, il y a beaucoup de propriétaires qui vont se retirer de ce deal, si vous voulez. Deuxième problème, ou bien deuxième inconvénient d'une telle organisation, c'est la difficulté de coordonner les différents rapports commerciaux avec les différents partenaires. Parce qu'il y a autant de rapports que de partenaires, ce qui est difficile à gérer, notamment la gestion de la réclamation, la gestion de certains types de problèmes, etc. Dans le point précédent, nous avons examiné les différents types de structures. Donc certainement, vous vous êtes posé la question, comment choisir la structure organisationnelle adéquate, la structure organisationnelle adéquate. La réponse est simple. There is no best way. Il n'y a pas une meilleure façon d'organiser son entreprise pour tout le monde, valable pour tout le monde. Donc il y a des facteurs qui vont déterminer le type de structure qu'on doit adopter pour notre entreprise. Quels sont ces facteurs? D'abord, il y a la taille. Ensuite, il y a l'âge, l'utilisation de la technologie, l'environnement, la stratégie. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont affecter notre choix. On va commencer d'abord par la taille de l'entreprise. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une petite entreprise peut s'organiser en soleil, peut avoir une organisation sous forme de soleil, c'est-à-dire c'est tout le monde qui est en contact direct avec le patron ou bien le propriétaire de l'entreprise. Elle peut même, une petite entreprise, elle peut adopter une structure fonctionnelle. Mais lorsque l'entreprise devient plus grande, et le nombre de ses employés augmente, ses activités s'élargissent, et il en résulte un accroissement des niveaux hiérarchiques.
et des niveaux de spécialisation qui vont nécessiter plus de coordination et donc un changement dans sa structure. Le deuxième facteur qui affecte notre choix de la structure organisationnelle, c'est l'âge. Quand l'entreprise devient plus âgée, les procédures de travail deviennent plus lourdes et les niveaux hiérarchiques s'accroissent. Donc pour éviter le manque d'activité, on aura tendance à passer à des structures plus modernes, par exemple la divisionnelle, la matricielle, voire l'organisation en réseau. La technologie utilisée, troisième facteur qui va affecter notre choix. Pour les entreprises dont l'activité est complexe, le recours à une structure souple et flexible devient indispensable. Pourquoi ? Pour s'adapter rapidement aux changements qui vont s'opérer dans son environnement. En revanche, les entreprises dont les activités sont peu complexes, le recours à une structure simple peut être une solution valable. Quatrième facteur qui va affecter notre choix, c'est l'environnement. Donc chaque entreprise doit choisir sa structure selon la nature de son environnement. Dans le cas d'un environnement instable, il convient de choisir une structure souple et flexible, c'est-à-dire pour s'adapter rapidement. Dans un environnement stable, il convient et on peut choisir une structure simple, voire même bureaucratique. Un autre facteur qui est très important dans la détermination de la structure organisationnelle, c'est la stratégie. Donc, on entend par la stratégie les choix des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, au moment de chaque nouvelle stratégie, il est primordial de faire une analyse de la structure de l'entreprise pour la renforcer, pour la changer en cas de besoin, pour accompagner l'exécution de la stratégie. N'oublions pas que l'organisation et la structure organisationnelle n'est qu'un moyen pour la réalisation des objectifs. Ne perdez pas de vue le processus du management qui commence par la planification, l'organisation, la direction et à la fin le contrôle. Le choix de la structure organisationnelle dépend des objectifs stratégiques arrêtés au départ.